Aujourd'hui, c'est en plein cœur du quartier d'Eïdo que je vous emmène à la rencontre de notre passagère du jour. Nous sommes précisément au quartier d'Eïdo Plage et d'après l'environnement qui m'entoure, vous ne sauriez dire exactement où je vous emmène. Je vous emmène dans un univers très coloré où justement la vie, c'est la mode. Suivez-moi. Quand on parlait d'un univers où la mode règne, je vous dis aujourd'hui que je vous emmène chez Tifro à la rencontre de notre passagère du jour qui n'est autre que Roselyne Fogila. Bonjour. Bonjour Nadine. C'est un plaisir d'être chez vous aujourd'hui. Plaisir partagé. Voilà, aujourd'hui on va découvrir un tout petit peu votre univers, vos créations, ce parcours qui, ma foi, commence d'une manière assez inattendue en 2015. Oui. Parce qu'il y a une formation en marketing et tout ça, une vie professionnelle en tant que commercial. Et puis, en 2015, changement de cap. C'est quoi le déclic? Pourquoi? Je pense que le déclic a toujours été là. On va dire que c'était le moment où j'ai eu le plus de courage. Parce que le déclic, il est là depuis, on va dire, l'âge de la raison, depuis aussi longtemps que je sais ce que j'ai envie de faire dans mon avenir. C'est toujours, ça a toujours été ça, ce que j'ai eu envie de faire. Et ce qu'il fallait faire, c'est avoir assez de courage pour se lancer. Donc, quoi, comme d'habitude, on a fait des études dans un parcours classique pour faire plaisir aux parents et tout ça, ou bien quand même on se dit il faut avoir une formation pour pouvoir faire ce qu'on veut après par passion? Bon, je vais dire que j'avais pas assez de courage pour affronter les parents à l'époque. Pas qu'ils étaient stricts, disons que j'avais pensé à leur place en me disant que très certainement ils ne devaient pas être ravis d'apprendre que au lieu de faire les études, les grandes études entre guillemets qu'ils avaient prévues pour moi, je choisirais de partir faire de la couture. Ouais, comme on disait, la série C à l'époque, c'était pas assez prestigieux. Exactement. Justement, dans notre environnement, on ne parle pas assez de reconversion professionnelle. Oui. Mais quand on décide après, justement, un parcours académique, un joli parcours professionnel également, d'emprunter le chemin de la série C, comme on dit après, comme on le dit au quartier, comment ça se passe? On pèse le pour et le contre. La décision s'est prise du jour au lendemain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la décision ne s'est pas prise du jour au lendemain. Ça a toujours été ce que je veux faire dans la vie. J'ai toujours su que je voulais être une grande styliste modéliste. Je savais pas comment, mais disons que en fonction de ce que j'ai rencontré sur ma route, j'ai pris des décisions, mais toujours dans le sens du rêve que j'avais. Donc voilà. Et à partir de là, j'avais pas un schéma arrêté. Je me suis dit, fais les études telles que tes parents ont prévu. Raison pour laquelle, après mon baccalauréat, j'ai eu le concours d'une business school. Je peux la citer. Les SEC? Oui. On peut citer l'école. Les SEC, oui. J'ai eu le concours d'une business school. Naturellement, j'y suis allée et j'ai choisi des filières qui, pour moi, en termes de projection, étaient des filières qui n'allaient pas trop m'absorber. Ouais. Oui, parce que c'est comme ça que je faisais mes choix académiques. Donc, je choisissais toujours des filières qui allaient me permettre de me déployer en tant que styliste. Donc, des filières pour lesquelles j'allais avoir du temps pour l'activité que j'avais envie de faire. C'est la raison pour laquelle, après l'obtention d'un bac D, j'ai choisi les études de management au lieu d'aller faire médecine. Le choix parental encore. Exactement. Exactement. Donc voilà, et dans le parcours de ma formation académique, on va dire ça comme ça, je me suis laissée entraîner par le vent. Justement, durant toutes ces années-là, en nourrissant cette passion, est-ce qu'à un moment donné, quand même, vous flirtez avec la machine à coudre ou pas du tout? Si, je flirtais avec la machine, on va dire avec l'aiguille, parce qu'à l'époque, je n'avais pas les moyens
de m'acheter une machine à coudre. Et j'avais pas non plus le courage de demander à mes parents de m'en acheter. Donc, je me débrouillais avec une aiguille, du fil, et tout ce que je le faisais à la main. C'était quoi, en le raccommodage au quartier, on essayait de faire des créations entièrement fait main? Les vêtements que je portais pour aller à l'école, je les faisais à la main. Bon, pas complètement tous, mais la plupart. Et ce que je portais lorsqu'il y avait des événements, parce que dans notre école, à l'époque, on avait pas mal d'événements. Ce que je portais pour aller à des événements, ce que ma sœur portait pour aller à des événements, parce qu'à l'époque, je vivais avec ma grande sœur. Donc, c'était ça. Je les faisais à la main. Oui. D'accord. Quand vous prenez la décision de finalement vous lancer dans votre passion, Oui. vous en parlez à qui en premier? À mon père. Réaction? Bon, c'est bizarre, mais mon père a toujours été quelqu'un d'assez ouvert. C'est quelqu'un qui nous a toujours dit que il nous accompagnerait vers le chemin qu'on choisira. Pas forcément qu'il te soutient, pas forcément qu'il a confiance en tes décisions, mais il se dit, bon, c'est mon enfant, elle a choisi ça et c'est mon devoir de faire de l'accompagner. Et aussi parce que mon père fait partie des personnes dont j'ai toujours envie d'avoir l'approbation. Oui. Donc, s'il avait dit non, ça n'aurait été pas question. Non, pas du tout. Disons que je ne m'attendais pas à ce qu'il dise non. Okay. Je savais qu'il allait dire oui, et je savais également qu'il allait apporter ses réserves, il allait me donner des conseils, parce que lui aussi étant entrepreneur, donc c'est quelqu'un qui sait un peu à quoi ressemble cet univers, et c'était la personne la mieux placée, et mon modèle aussi, soit dit en passant. Quand on a, on va dire quoi, une posture, un statut dans un monde professionnel assez huppé, bien placé et tout ça, quand on va dire quoi, les ex-collègues apprennent que finalement on vire vers la couture, on se dit pas un peu, elle se dévalorise? Vous avez des retours de ce type-là dans l'entourage de manière générale? Bon, je vais dire que les gens n'étaient pas très surpris. Parce que tout ce que j'ai toujours fait, la façon dont je l'ai fait, a toujours donné cette information-là aux gens que c'est ce que je veux faire ou je vais finir par le faire. Donc, ils n'ont pas été surpris parce que j'ai choisi cette voie, mais surpris quand même que ce soit mon plan A. Parce que la plupart des gens qui, je ne vais pas dire me décourageaient, me conseillaient à cette époque, sur comment est-ce que je pouvais manager la passion et le travail que je faisais déjà. Il me disait, fais de la couture ton plan B et tu as un boulot et à la fin du mois, tu attends un salaire tranquille. C'est ça ton plan A. Et puis la couture, les week-ends et tes moments perdus, ça va être ton plan B. Et puis à moi de leur répondre à l'époque, non. Mon plan B dont vous parlez, c'est ça mon plan A. Et le travail que je fais, c'est mon plan B. Déjà, si jamais ma passion ne me permet pas de capitaliser au point de pouvoir me permettre de vivre avec, je me rabattrai sur mon plan B qui est le travail que je fais grâce aux études que j'ai suivies. Justement, pour mettre tout ça en place, on passe quand même par la case de formation ou bien on continue toujours en autodidacte parce que le fil et l'aiguille se débrouiller à la maison et se lancer de manière professionnelle, c'est deux salles, deux ambiances. Oui, ça c'est sûr. Mais je ne suis pas passée par la case formation classique. Donc j'ai toujours continué en tant qu'autodidacte parce que à l'époque, je travaillais. Bien évidemment, je ne me suis pas levée du jour au lendemain pour dire que bon, j'abandonne mon boulot pour commencer à vivre de ma passion. J'ai quand même attendu que ma passion soit à un niveau où j'ai 2-3 clients avant de décider de virer complètement. Donc, je me suis débrouillée à me former pendant que j'étais encore à l'école. Ça, c'est avant de commencer à travailler. Ouais. Je visionnais beaucoup de tutos. En regardant les tutos, on peut réussir à coudre aussi. Oui, en regardant des tutos, okay. La preuve. Nous en sortons pas pour poser le bouton. Bon, oui, ça c'est clair. Il faut dire aussi que j'ai des prédispositions naturelles. Ça, je rends grâce à Dieu pour ça. J'ai des prédispositions naturelles, donc je sais me servir de mes mains avec une facilité quand même assez incroyable. Donc, je sais dessiner à la base. Je sais faire tout ce qui est manutention artistique et tout. Et la couture n'était que, on va dire, la résultante de cette capacité de base
Et maintenant, le fait de regarder des tutos, et j'ai également cette capacité, je suis naturelle, à savoir analyser pas mal de choses. Il suffit que je regarde et je sais pas. Avec cette matière, ça peut matcher. Il suffit que je regarde et je sais pas, je sais le faire. Ok. Quand Dieu a donné le don. Exactement. Maintenant, dans la vie de l'entreprise, oui. Il y a Naro Queen et puis il y a Tifro. Oui. Qui est qui porte qui est né avant qui fait quoi? Alors, Tifro est né en premier parce que Tifro est né en 2015. Bon, on va dire naître. Bon, Tifro est né officiellement en 2015. Parce qu'on part du principe que pour qu'une marque existe, il faut que tu l'enregistres. Donc, on va dire que Tifro est né en 2015. Ça fait 10 ans d'ailleurs. Tifro est né en 2015 et entre 2015 et 2022, parce que Naro Queen est né en 2022. Entre 2015 et 2022, j'étais seule parce que quand Naro Queen naît, ce n'est plus le même univers. Disons que ce n'est plus vous seul à tout faire. Exactement. À l'époque, quand Tifro est né, c'était moi qui réfléchissais, c'était moi qui portais tout le fardeau que ça représente de porter une entreprise. Et je vous épargne beaucoup de détails. Non, mais c'est clair que dans toute activité, il y a les galères. Voilà. Donc, c'était pas évident. Donc, je suis passée par beaucoup de cases, on va dire, que ce soit au niveau des employés, que ce soit au niveau des clients, que ce soit au niveau des compétences même. Et je suis arrivée à un niveau où je plafonnais. On va dire ça comme ça, je plafonnais en termes de, même en termes de créativité, en termes de moyens, en termes de, pas que moyens financiers, hein, en termes de moyens physiques, de moyens financiers, de moyens même humains et psychologiques aussi. Et puis, c'est à ce moment, je me suis dit, il me faut de l'aide. Il me faut de l'aide, mais pas n'importe quelle aide. Parce que choisir de cheminer avec quelqu'un, surtout dans un projet pareil, c'est mon projet de vie. C'est un projet que j'ai pensé depuis toute petite. Pas que j'ai pensé, je pense que c'est un projet que Dieu a implanté en moi depuis avant ma naissance et que j'ai nourri. J'ai nourri. Dès que l'idée a été implantée dans ma tête, j'ai commencé à le nourrir jusqu'à ce qu'il sorte, comme vous le voyez là. Et à un moment donné, comme pour revenir à ce que je disais par rapport à Naro Queen, il a fallu que je me suis sentie plafonnée par rapport à tout ce qu'il y avait à faire. Et je me suis dit, c'est le moment pour moi de chercher quelqu'un pour continuer à cheminer dans ce projet. C'est comme ça que ça n'a pas toujours été... Ça n'a pas été un conte de fées, mais finalement, le Seigneur m'a mis sur la route qu'il fallait et a placé la personne qu'il fallait sur mon chemin. Et c'est comme ça qu'on crée Naro Queen. Parce que Naro Queen, qui est Naro Queen, la combinaison de nos deux noms, et Reine, Queen, les reines, deux reines qui portent le projet. Donc aujourd'hui, on a deux reines qui portent le projet Tifro, dont Naro Queen. Et depuis 2022, on chemine ensemble dans le quotidien qu'on a. Ce n'est pas toujours facile, mais ça promet. Jusqu'ici, ça va. Il n'y a pas eu de... Non, pas jusqu'ici. On a beaucoup de projections, mais dans tous les cas, ça va. D'accord. Est-ce que pour vous, c'était une évidence que votre marque porterait votre nom? Parce que des fois, on a envie que la marque n'existe pas elle-même, qu'elle ne soit pas forcément associée à la personne. Est-ce que pour vous, c'était évident que ce serait Tifro? Ou bien il y a eu d'autres... Non. C'était pas évident que ce serait Tifro. Même que Tifro, en fait, c'est un nom qui a été donné par une amie. À l'époque, je surfais entre RE, REF. Donc, à l'époque, parce que lorsqu'on a envie de lancer une marque de vêtements, donc tout de suite, si on se dit, surtout qu'on est un peu plus jeune, quand on rêve de lancer une marque de vêtements, on se dit tout de suite, ah oui, je vais faire des vêtements qui portent mon nom naturellement, et aussi par rapport à ce qui se fait. Parce que ce qu'on voit, Toyota, c'était quelqu'un qui s'appelait Toyota, Mitsubishi, pareil, Mercedes. Donc,
on va dans la même lancée, on va juste choisir une marque. C'était juste ça. Ouais. Mais je n'étais pas tablée sur Tifro. Et puis un jour, entre copines, on était en train de discuter sur ce que je faisais et tout. Et puis il y a une amie qui s'est levée et qui a dit, juste comme ça, comme si c'était Une révélation. une révélation, oui. Elle s'appelle Haïssa et je lui fais un coucou parce que je pense à elle quand je me rappelle de l'histoire. Et elle se lève et dit, Tefero. Donc, à l'époque, c'était pas, l'appellation, c'était pas Tifro. Elle se lève et dit, Tefero. Je lui dis quoi, Tefero? Elle dit, ta marque. Je pense que ça doit s'appeler Tefero. Et puis tout le monde était là, genre, ça sonne bien. Ok. Ça va pour Tefero. Donc voilà. Et puis ça a subi des modifications. Donc c'est bref comme un logo quoi. Aujourd'hui, en termes de prononciation, on est resté sur Tifro. D'accord. J'espère que Raïssa a beaucoup de discounts quand elle vient. Bon. On va dire qu'à l'époque, c'était le love money. En tout cas, en termes de positionnement, Tifro, c'est plus du prêt-à-porter ou de la couture sur mesure? Parce qu'on a du mal à choisir un À tout se petit peu. retrouver. Oui. Tifro, jusqu'en 2024, c'était le sur-mesure. C'est vrai que ça nous arrivait de faire des petites capsules par-ci et par-là, mais on n'était pas positionné en tant que marque qui fait du prêt-à-porter. Ouais. Même comme l'idée de base, la vision que j'avais de Tifro, c'était une marque de prêt-à-porter. Mais une marque de prêt-à-porter, ça demande ce que ça demande en termes de mobilisation Oui. financière et tout ce que ça entraîne, pas que financière, matériel et autres. J'avais pas les moyens de mobiliser ça et aussi j'avais pas l'expérience nécessaire que j'ai pu acquérir grâce au sur-mesure parce qu'à l'époque, c'était plus facile de faire du sur-mesure que du prêt-à-porter parce qu'avec le sur-mesure, tu ne prends pas beaucoup de risques et tu n'immobilises pas de l'argent parce que c'est le client qui investit dans sa commande. Et après, tu prélèves juste ta marge. Et avec ça, si tu es discipliné, tu grandis comme il faut, quoi. Et donc, mais à partir depuis 2024, l'année passée, notre prêt-à-porter à 1 an, soit dit en passant, on a décidé de mettre sur pied la marque de prêt-à-porter et de rendre des vêtements d'une certaine qualité disponibles à des prix accessibles. Justement, est-ce qu'il y a un message que vous souhaitez transmettre à travers vos créations? Comment est-ce que vous voulez que celle qui aborde une création Tifro se sente? Élégante, d'abord. Donc, c'est le maître mot. Oui, quand je pense toutes les créations dans Tifro, la chose que je me dis, c'est que la personne qui doit la porter doit se sentir élégante. Parce que vous savez, les vêtements sont une armure qui nous permet de combattre le quotidien. Dit comme ça a l'air cliché, mais c'est vrai. Quand on est bien habillé, on se sent bien, on est de bonne humeur. C'est difficile, la preuve. Quand tu arrives au boulot, tu es bien habillé. Pourquoi tu t'énerves le jour là? C'est trop dur. Ça dépend. Parce que tu es de bonne humeur et tu te sens, comme on dit, pour reprendre une trend, tu te sens et cette sensation te confère une immunité qu'on ne peut imaginer. Tu as l'impression d'être invincible. Quand tu es bien habillé, tu as l'impression d'être invincible. Tu te sens belle, tu te sens élégante, tu as l'impression que on est en train de te dérouler un tapis rouge, alors que tout ça, ça se passe dans ta tête. Donc, c'est entre tes habits et toi. Donc, c'est un peu ça. Tu sais, parce que même quand on est un peu fauché, être bien habillé, Oui, ça remonte le moral. Vibes, comme on dit. Exactement, ça remonte le moral. Donc, et le maître mot, comme je disais tout à l'heure, c'était l'élégance. Et je me suis dit, chaque fois que je dois créer une pièce, il faudrait, même si c'est une pièce hyper simple, il faudrait que dans cette simplicité-là, on puisse toujours ressortir l'élégance. Voilà. D'accord. Est-ce que, parce que moi je suis toujours fascinée de voir le process quand on voit le petit croquis, le dessin et de voir la réalisation. Au final, je cherche toujours, est-ce que les lignes que j'avais vues sur le dessin, c'était exactement pareil sur les plis du tissu? Est-ce que vous avez on va dire quoi, un process créatif ou bien quand l'inspiration vous vient, on prend le papier et puis on se met à...
Bon, oui, on a forcément un process créatif parce que si tu n'as pas de process, ça va un peu dans tous les sens et tu ne peux pas, surtout si tu travailles avec des gens. Si tu es seul, tu peux aller dans tous les sens. Ça, c'est ton programme, c'est ton. Mais à la minute où tu travailles avec une équipe, il faut que tu aies un process parce que là, il ne s'agit plus de nous seuls. J'ai un process, mais il y a quand même toujours la partie inspiration, la partie oh là là, parce que je me définis également comme une artiste. Et qui dit artiste dit les choses des artistes. Donc il y a les moments où l'inspiration me vient et tout de suite je prends un papier et puis je premier jet. Voilà, exactement. Je scratch quelque chose, enfin je dessine quelque chose vite fait pour ne pas oublier et garder quelque part les idées que j'ai eues. Exactement. Donc, de ce que j'ai pu voir, il y a un tout petit peu des créations intemporelles. Parce qu'il y a la marinière qui revient tous les temps, coloris différents et tout ça. J'ai l'impression que c'est la pièce la plus intemporelle que moi j'ai vue jusqu'ici. Comment est-ce que ça se décide? Est-ce que c'est les chiffres de vente, les clients qui en redemandent, ou bien vous avez décidé que cette pièce-là, elle sera là tout le temps avec des coloris différents? D'accord. Bon, à ce niveau, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque un créateur, bon, on va dire, propose ses créations, dans la réalité, pour faire simple, c'est comme si je partageais mon dressing avec vous. Donc, je vous propose mes goûts, je vous propose tout ce qui me sort par la tête et que j'aime. Vous voyez? Ouais. Moi, je suis une amoureuse de marinière. D'accord. Donc, vous êtes condamnés. C'est pour ça que celle-là ne s'en ira jamais. Oui, celle-là ne s'en est. Ou du moins, pour l'instant, c'est un intemporel. Parce que je pense que la marinière, bon, pour parler de la marinière, parce qu'il y a aussi également d'autres articles qui seront des intemporels, vu la ligne, on va dire le style sur lequel on a choisi de se positionner dans le prêt-à-porter. Mais l'histoire avec la marinière, c'est d'abord parce que j'aime la marinière et je trouve que c'est un vêtement qui, avec sa simplicité, confère une élégance incroyable. C'est des rayures. Bien évidemment, il faut des rayures particulières. C'est des rayures, mais ce sont des rayures qui te changent ton outfit, mais de manière incroyable. Bref, c'est élégant. J'aime l'élégance. Voilà. Avoir un t-shirt, mais être élégant quand même. Oui, avoir un t-shirt et être très élégante quand même. D'accord. Maintenant, depuis que vous avez lancé le prêt-à-porter, niveau collection, comment ça s'organise? À quel rythme est-ce qu'on change? Ou bien c'est en fonction des saisons? Comment ça se décide? Bon, à ce niveau, il faut dire que c'est quelque chose qui est difficile à peaufiner parce que c'est influencé par beaucoup d'aspects dans l'entreprise. Au départ, quand je visualisais la production dans le prêt-à-porter, je voulais partir comme ce qu'on a l'habitude de voir parce que de toutes les manières, on est inspiré par ce qui s'est fait dans l'Occident parce que c'est eux qui ont commencé ce truc avant nous. Oui. Je voulais partir sur des collections. Et à un moment donné, je me suis sentie butée parce que tu sors une collection avec un nombre de vêtements bien précis. Le prêt-à-porter, pour parler d'une autre en particulier, il a des prix, on va dire, assez abordables. Tu sors un nombre de tenues avec une quantité, un nombre de modèles bien précis. Tu te dis, OK, ça va faire 3 mois. Mais en 3 mois, ça veut dire que si tu ne sors pas de collection entre-temps, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui est venu dans ton magasin il y a 3 mois et qui l'a acheté à peu près tout, bah, il n'aura plus qu'à attendre 3 mois encore. Oui. Tu vois un peu. Et du coup, c'était un peu limité parce que pour une entreprise, il ne faut pas qu'on se mente. Le premier objectif, c'est de rentabiliser et c'est de mettre en place des moyens de faire du chiffre au quotidien. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à dessiner des collections un peu plus de manière récurrente et à ne plus à dessiner des vêtements, pas des collections, et à ne plus enfermer ces vêtements dans des collections. D'accord. Donc, du coup, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que on produit des modèles
Le rythme actuel, c'est hebdomadaire. Donc, hebdomadairement, on a de nouveaux modèles à peu près toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Soit on a de nouveaux modèles, soit on restocke les modèles intemporels. Parce que chez nous, on a des modèles intemporels. Les pantalons, il y en aura toujours. Des couleurs différentes, des coupes différentes, on en aura toujours. Des chemisiers, on en aura toujours. Donc, on peut restocker, on peut changer les motifs. Mais voilà quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a des matières que vous préférez travailler plutôt que d'autres? On va dire que, en termes de préférence, je ne dirais pas ça, mais on va dire que oui. On va dire qu'il y a une matière qu'on travaille plus qu'une autre actuellement. Ouais. C'est la crêpe. Parce que pour moi, c'est un tissu qui a un tombé élégant en toute simplicité. Donc, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour que la crêpe rende un vêtement élégant. Mais sinon, je passe par beaucoup d'autres matières et il y a beaucoup de projets, donc je ne suis pas fermée. D'accord. Donc, l'avenir nous dira. On attend de voir ce que ça va donner. Exactement. Tout à l'heure, vous définissiez Tifro comme pour la version prêt-à-porter, quelque chose d'assez abordable. Quand on dit abordable, la fourchette de prix sur le prêt-à-porter, on se situe entre... Dans notre prêt-à-porter, on a des articles entre 3 000 et 30 000. On n'a pas d'articles au-delà de 30 000 pour l'instant. Sauf si peut-être on met en place une gamme Premium. Oui, peut-être, mais pour l'instant, les articles qu'on a en magasin sont entre 3 000 et 30 000. Et des fois, on a des soldes qui peuvent être de très très bonnes affaires. Donc voilà. Ceux qui aiment les soldes là, regardez, squattez les réseaux sociaux. Exactement. Vous aurez la bonne information. Justement, au niveau des tailles, est-ce qu'il y a toujours le parti pris d'habiller en priorité les grandes tailles? Disons que au début, c'est sur ça que j'étais partie, il faut pas se mentir, parce que j'ai fait un constat auprès des clientes que j'avais, du répertoire que j'avais. On n'avait pas beaucoup de petites tailles, parce que les petites tailles trouvent facilement leur compte dans le commerce en général, peu importe la provenance. Les petites tailles trouvent facilement leur compte. Et je m'étais dit au départ, positionne-toi, ou du moins privilégie les grandes tailles, mais à un moment donné, quand l'activité a commencé à prendre de l'ampleur, ou du moins le prêt-à-porter, pour parler du prêt-à-porter en particulier, a commencé à prendre de l'ampleur, on n'avait pas que les grandes tailles qui s'intéressaient Aux créations. aux créations. On a commencé à avoir des petites tailles, mais quand même, les grandes tailles restent les tailles les plus produites. D'accord. Oui. Quand on regarde Tifro, c'est un univers très féminin. J'ai envie de demander Oui. les hommes et les enfants dans tout ça. Ça ne les concerne pas, ça ne les concernera jamais. Qu'est-ce qu'on fait? Non. Tifro, dans la description de la marque, c'est prévu que ce soit une marque de prêt-à-porter et sur mesure pour femmes, hommes, femmes et enfants. Mais pour l'instant, nous sommes positionnés sur la gamme féminine, mais dans un futur peut-être très proche, on va commencer à distribuer, on va s'installer sur les parts de marché masculines et enfants. D'accord, on espère que ça va arriver très bientôt parce qu'il y en a qui se disent que bon, s'il y avait la tenue masculine qui est là avec cette robe, ma foi, ce serait le match parfait. Mais ça vient. Donc, il faut juste mettre en place un ensemble d'outils, un ensemble d'organisations parce que la couture a l'air simple vue de comme ça ou produit des vêtements. Surtout en prêt-à-porter, ça a l'air simple vu comme ça, mais c'est une organisation assez Millimétrée. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que le prêt-à-porter a pris le pas sur la couture sur mesure chez Tifro? Ça dépend. Qu'est-ce qu'on entend pris le pas? Est-ce que si on a beaucoup plus de clients en prêt-à-porter, on y consacre beaucoup plus de temps? Parce qu'il y a un roulement aussi. Forcément, on a plus de clients dans le prêt-à-porter parce que le prêt-à-porter, c'est un peu plus large, c'est accessible. Et aussi, le prêt-à-porter, c'est des multiples pièces. Par contre, le sur-mesure, il y a moins de clients forcément, mais c'est pas forcément... Bon, prendre le dessus, ça dépend. En termes de quantité,
Si c'est en termes de quantité, on va dire oui, ça prend le dessus. Si c'est en termes de chiffre d'affaires, c'est discutable parce que le sur-mesure a un prix. Voilà. Un article du sur-mesure peut valoir, on va dire, 50 articles de prêt-à-porter. Donc, c'est pas la même chose. Donc, prendre le dessus, disons que chaque département se gère de manière autonome et bien distincte. Justement, pour le sur-mesure, chez Tifro, ça se passe comment? Si on veut du sur-mesure, qu'est-ce qu'on fait? Comment on procède? Si on veut du sur-mesure, déjà, on prend rendez-vous. On prend rendez-vous. On ne débarque pas, on prend rendez-vous. On ne débarque pas. Non, non, non. Red flag. On ne débarque pas. J'insiste là-dessus. Parce que le sur-mesure qu'on offre et qu'on veut offrir pour celles qui ne sont pas encore clientes des Tifro, c'est un sur-mesure attentionné, c'est un sur-mesure doux, c'est un sur-mesure particulier, voilà. Et pour faire quelque chose d'attentionné, quelque chose de particulier, il faut prendre du temps. Donc ce n'est pas que quelqu'un vient te trouver là un midi, tu t'apprêtes à aller manger le héros que tu as acheté chez Mamie Héros. Et puis non, je suis venue là. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut prendre rendez-vous pour qu'on prenne la peine. Il faut prendre rendez-vous et puis ça dépend. C'est tellement varié parce que ça dépend de ce que le client recherche. Donc voilà. Moi, je vais m'appesantir sur les robes de mariée parce que j'en connais plus d'une qui ont regardé les vidéos, les photos sur Insta et qui se disent est-ce que je peux passer à côté de cette création-là? Justement, pour celle-là, parce que très souvent, on s'y prend dernière minute. C'est quoi? Pour avoir une robe de mariée signée Tifro, on s'y prend combien de temps à l'avance? Pour être sûr. Là, sur le coup, c'est assez difficile de me prononcer parce que aujourd'hui, je peux dire 3 mois. Et puis, un jour, une cliente arrive et dit, mais vous avez dit que c'est 3 mois pour avoir une création Tifro en sur-mesure. Mais j'arrive, vous me dites qu'il n'y a pas d'espace. Ça dépend du calendrier. Donc, ça, c'est pour celles qui sont déjà arrivées. Parce que quand on n'est pas encore entré, on ne peut pas être sûr que ça va passer. C'est pour cela qu'il faut demander. On ne mord pas les gens. Il faut demander, il faut aller vers les marques. On a un standard qui répond à toutes vos questions. Donc, si vous voulez avoir le calendrier actuel, vous appelez et puis vous vous renseignez par rapport à ça. On vous dira. Donc, en fonction du calendrier, c'est en fonction du calendrier du sur-mesure parce que on a un calendrier strict parce qu'il est important parce que l'expérience que j'ai eue, parce que j'ai plus d'expérience dans le sur-mesure que dans le prêt-à-porter. L'expérience que j'ai eue m'a permis non seulement de comprendre que l'élément le plus important dans le sur-mesure, c'est de pouvoir garantir les délais. En tout cas, je dis au-delà de la qualité, parce qu'on va dire que la qualité, ça va de soi. Ça va de soi. Mais l'élément le plus important, c'est de garantir le respect des délais. Le respect des délais. Et c'est quelque chose de très compliqué. C'est quelque chose de très compliqué parce que ce métier a beaucoup d'aléas. Je ne vous parle pas des aléas techniques, je vous parle même des aléas physiques. Ça m'est arrivé souvent de ne pas être dans le bon mood pour tailler un vêtement. Sauf que lorsque vous faites une programmation, lorsque vous faites un calendrier, c'est pas un élément que vous prenez en compte. Sauf que c'est quelque chose qui peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Donc c'est quelque chose de vraiment délicat et compte tenu de tous ces aspects-là, c'est pour ça que le prêt-à-porter est très rigoureux dans le respect des délais. Et c'est pour cela que le sur-mesure. Le sur-mesure, autant pour moi. Et c'est pour cela que ça coûte le prix que ça coûte. Justement, le prix que ça coûte. Quand on veut essayer de se mettre, on va dire quoi, le budget minimum de chez minimum, en dessous duquel il ne faut même pas penser à Tifro pour le sur-mesure. Pour le sur-mesure, peu importe ce que vous voulez faire, c'est à partir de 50 000 dans le sur-mesure. Donc, pour qu'on mobilise une ressource dans le sur-mesure, c'est à partir de 50 000. Donc, si tu veux faire une jupe dans le sur-mesure, sache que... On a dit à partir de 50 000. Maintenant, il faut qu'on précise, parce que tout à l'heure, on parlait de robe de mariée. Tout le monde. Est-ce que ça s'applique aussi
Robe de mariée. Robe de mariée ou Non, les robes sur de ce mariée. produit-là, c'est quoi? Parce qu'il vaut mieux que C'est tout le les monde sache. tenues usuelles. C'est les tenues usuelles parce que le sur-mesure est ouvert à toutes les envies, toutes les propositions. Quelqu'un peut avoir envie de faire sa chemise de nuit, son pyjama ou oui. D'accord. On lui permet de Donc, on a dit à partir de faire 50 ça, 000, oui. c'est pour les tenues qui Oui. peuvent être En usuelles tout du cas, il y a pas de quotidien, tenue en mais, moins de- mais c'est à partir de. Si à on. partir. C'est Pour le basic. Voilà, c'est pas le rayon mariage. Mais non, c'est pas le rayon mariage, pas du tout. À partir de là-bas, on commence à faire quoi? On triple, on quadruple, 50 000. Non, pour les mariés, c'est à partir de 500 000. Voilà. Oui. Au Donc, moins, c'est pour dit. oui, c'est dit. Faut pas- Elle n'a pas caché le prix, elle vous a Non, dit. c'est à partir. Si votre budget, Et c'est les en grands fait. budgets des mariages et que vous avez 500 000 à mettre dans une robe de mariée, À vous pouvez partir. demander Il faut dire à au partir, moins il faut 500 000. préciser. Voilà. Au moins Parce 500 que ça 000. dépend après de ce que la cliente veut. Donc, plus c'est complexe, plus ça... Non, si Ça vous avez nécessite- au moins 500 000 à mettre dans une Exactement. robe de mariée, demandez un rendez-vous chez Tifro. Exactement. Si ce n'est pas le cas, il y a les créateurs. Bon, je dirais pas ça comme ça. Parce Je que... dirais plutôt Ah. que si vous êtes prêts, on se fera un plaisir de vous recevoir. Voilà. C'est ce que je dirais. Avec le budget qui convient. Exactement. Maintenant, pour ceux qui ont du mal à se repérer, on est en plein Deido Plage. Comment on indique à quelqu'un le showroom? Parce que Deido, c'est que Deido Plage, ça peut aller de l'autre côté, ça peut aller ici. Oui, nous sommes à Deido Plage, à la chefferie Bonamouti. D'accord. Donc, c'est le point de repère. Si c'est ça, on dit Oui, à parce n'importe qu'on est quel collé à la transporteur. chefferie, en fait. Et avec les clients, quand ils appellent, on peut leur envoyer la localisation. Aujourd'hui, c'est facile avec Google Maps. Pour ceux qui Exactement. s'en sortent avec ça, Oui, pour ceux qui s'en sortent. Mais sinon, vous pouvez toujours appeler. Hein. On a des Google Maps physiques. Il y en a des brunes, des grandes de taille, des... Non, on t'indique. Il y a toutes les voies. On t'indique en fonction de la rue et tout. Donc, on vient même te chercher. Quand tu n'arrives pas à comprendre jusque-là, on vient te chercher. Que vous êtes où? Restez là. Voilà. On arrive. Voilà. le service peut venir vous chercher Exactement. jusque là où vous vous Aucun trouvez. problème. Maintenant, pour faire fonctionner cette entreprise-là, aujourd'hui, il y a à peu près combien de petites mains qui sont là pour vous accompagner? Nous, on va dire environ une dizaine. On va dire environ une dizaine. Oui. D'accord, à temps plein. Oui, à temps plein. Environ une dizaine. Donc, ce qui Ça fait peut que être plus ou moins, ça dépend. Vous savez, selon le taux la de- quantité de Non, travail. pas forcément. Après, on a un turnover assez élevé dans ce milieu. Donc, Pourquoi? Aujourd'hui, Pourquoi il y a un turnover assez élevé? bon, ça c'est un autre débat. C'est assez complexe. Ça ne dépend pas forcément de l'activité en elle-même. Je pense que c'est un problème système Ouais. qui englobe un environnement beaucoup plus large que celui de notre entreprise. D'accord. Quand je vois le niveau de sold out sur les créations, est-ce qu'il faut encore vous demander si c'est rentable Bon, ça va. comme activité? Oui, comme toute activité, à la seconde où vous le faites de manière sérieuse, de manière disciplinée, et en essayant de mettre au maximum la qualité que vous pouvez au quotidien, c'est forcément rentable. J'ai envie de dire ça. Dans l'environnement dans lequel nous sommes. Cameroun, c'est un pays très ouvert. D'accord, puisqu'on a parlé, on a commencé au début à parler de reconversion, c'est ce qui a un peu lancé cette activité, ce beau projet dont beaucoup de femmes peuvent profiter aujourd'hui. Pour vous qui avez déjà quand même 10 ans de reconversion professionnelle et qui, ma foi, on peut dire que c'est une reconversion réussie, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui actuellement a envie de franchir le pas, mais doute Hésite. encore? Bon, Est-ce qu'il y a une technique pour faire la conversion ou bien comment on procède pour que ça ne soit pas trop violent? bon, déjà, c'est violent. Peu importe le moment. Et j'insiste sur le moment parce qu'il y a des moments. J'ai fait ma reconversion, je venais à peine de sortir de l'école. J'ai travaillé à peine parce que je sors de l'ESSEC, je pense en 2012. J'ai travaillé à peine 2 ans. À ce moment, j'ai l'habitude de dire à des gens qui me posent la même question
que je remercie le ciel d'avoir sauté le pas à ce moment-là. Parce que si je ne l'avais pas fait à ce moment, ça aurait été plus compliqué maintenant. Parce qu'à l'époque, j'étais jeune, je n'avais pas de charge. Quand je dis de charge, je dis même moi-même, je n'étais pas encore une charge pour moi-même. Je ne parle pas de charge familiale que j'ai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je suis maman, je suis mariée. À l'époque, j'étais encore l'enfant de mes parents. Donc, il faut dire qu'en termes de risque, surtout que je voyais pas ça comme ça, parce que ma vision était assez claire. Mais pour parler du risque, en termes de risque, pour moi, il n'y avait pas grand-chose à risquer. Parce que c'est pas comme si j'avais une grande carrière à sacrifier. J'étais au tout début. C'était beaucoup plus facile pour moi. Mais même jusque-là, il n'y a pas une préparation, parce que j'ai fait 2 tentatives d'abandon de métier. En 2 années, j'ai fait 2 tentatives, et c'est la deuxième qui a abouti à ce que vous voyez là. La première tentative, c'était après mon premier travail, parce que le premier travail que j'ai eu, c'était en tant que commercial. J'ai fait 1 an et je n'ai pas renouvelé mon contrat parce que c'était pas ça. Je ne me sentais pas à l'aise de toutes les façons. Donc chaque fois, je me disais toujours, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et j'ai traîné, disons, 2-3 mois là. Et j'étais là, c'était difficile. Dans les moments difficiles, j'avais trop de gens à côté de moi qui me disaient, on t'a dit non. Paf, travailler. Et puis tu vas faire là. Tu vas coudre les habits le week-end, non? Ok. Est-ce qu'il y a un problème? Vous voyez un peu. Et je me suis laissée entraîner dans ça parce que c'était difficile. Et puis... Quand on a un peu foiré, on se dit finalement j'avais un travail. Si j'ai un travail, je n'aurais pas à m'inquiéter des fins de mois. Or, si j'ai l'activité, c'est moi, j'investis tout dans l'activité, j'investis tout ce que j'ai comme argent, tout ce que j'ai comme énergie, parce que... Il faut parler de cet aspect. Il faut parler de cet aspect. Et... la première tentative, je suis repartie travailler. Tranquillement. Donc, j'ai eu un boulot. Là, c'était dans un cabinet en tant que project leader. On faisait dans le BTL tout ce qui était déploiement, marketing sur le terrain. Et 1 an après, j'étais au même niveau. Je me suis posé la même question que l'année d'avant. J'ai eu les mêmes peurs, je me suis dit non, mais ça veut dire que ce n'est pas normal. Il faut que tu prennes une décision. Et parallèlement, mon activité que j'avais déjà commencé. Chiffro n'existait pas encore, j'avais pas encore enregistré la marque et tout, mais je faisais juste de bouche à oreille, j'essayais de faire. Et à l'époque là, j'avais déjà eu une machine. Et je pourrais vous raconter comment, mais je sais pas si je dois dire la vérité parce que si ça va causer un souci, on laisse. Voilà. Et là, j'avais déjà une machine à la maison et je travaillais mais comme une dingue. Parce que la deuxième année où j'ai repris le boulot, là, je me suis dit, je vais faire ce que les gens disent. Je vais faire les deux. J'ai mon boulot et j'ai mon activité. J'avais déjà commencé à avoir des clients, bouche à oreille et tout. Mais... j'ai été coincée à un moment donné parce qu'il fallait choisir. Détrompez-vous, j'aimais le marketing. J'étais aussi bonne à ça. Mais ce n'était pas la chose qui me passionnait. J'aimais beaucoup le marketing. Et à cette époque, j'arrivais pas, quand je faisais les deux, j'arrivais pas à être une très bonne marketiste et j'arrivais pas non plus à être une très bonne couturière. Parce que j'étais entre les deux. Oui. À midi, je dormais pas. Je suis pas sûre que je dormais plus de 5 heures par jour, 4 heures. Parce que je rentrais du boulot, je travaillais jusqu'à minuit. Je dormais, je me réveillais à 6 heures, 5 heures. Pour les meilleurs jours, 5 heures, je travaillais et j'arrivais toujours en retard au boulot. Un petit coucou aux ex-patrons. Ouais. Il en a bavé quand même. Mais j'arrivais en retard parce qu'il y avait du boulot que je devais faire. Et quand j'allais au boulot, et Dieu merci, je vivais pas loin de mon lieu de travail, j'étais à 100 francs de mon lieu de travail, des fois à pied. À midi, à ma pause, je rentrais bosser sur les vêtements. Et à 18h, j'avais à fermer mon ordinateur. J'étais au niveau du portail en train d'aller suivre mon travail. Donc vous voyez que là, j'arrive pas à être la bonne employée que j'étais
pour ce cabinet et j'arrive pas non plus à avoir à optimiser dans la production que j'avais vis-à-vis de mes clients. Et je me suis dit, mais ma chérie, il faut choisir. Est-ce que tu choisis le marketing ou tu choisis ta passion? Bon, le choix c'est très vite fait. Voilà, et j'ai choisi le marketing. J'avais peur. Si je vous dis que je n'avais pas peur, c'est que je mentirais quand même. J'ai eu peur. Mais j'ai été motivée et accompagnée. Et il faut dire aussi que c'est pas moi qui paye mon loyer. Donc. C'est tout ça. Donc, autant de paramètres à prendre en compte avant de se lancer dans une reconversion professionnelle quand on n'a pas un petit pactole de côté pour le temps des vaches maigres. Sinon, ça va devenir très compliqué. J'espère que ce parcours inspirant qui est le vôtre, en l'écoutant, des jeunes filles et des jeunes garçons se diront que quoi qu'on fasse, on peut toujours à un certain moment réussir à réaliser ses rêves. On espère que leurs rêves à eux se réaliseront, qu'ils s'inspireront de votre parcours pour se dire si Roselyne Fogil l'a fait, si elle a réussi à créer sa marque et tout ça, ça veut dire que moi je peux le faire aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce parcours avec nous. Merci Nadine, c'était un plaisir. Voilà. Quant à moi, on se dit rendez-vous pour le prochain vol au Classico.